Matt, Monica, bonjour. 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 Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ça fait un peu Dupont, mais on va voir. Donc, Monica, vas-y. Monica Santos, je co-dirige Zone I, un espace dédié à l'image et à l'environnement avec Matt Jacob. Et je suis aussi graphiste et scénographe. Voilà, originaire de Madrid. Donc, moi, Matt, c'est déjà dit, je co-dirige Zone I depuis maintenant 5 ans, 5e année qu'on est ouvert au public. Et en parallèle de ça, je suis cofondateur de Tendance Floue, avec qui on initie un certain nombre de projets collectifs. Donc vous êtes où exactement situé là? Alors on est dans le Loir-et-Cher, au nord du Loir-et-Cher, à 10 km de Vendôme, D'accord. qui est un lieu qui est à la campagne. On est en milieu rural, Un village. dans un petit village qui s'appelle Toré-la-Rochette. Et bien voilà, on voit des images à l'écran. Donc ça, c'est une image qu'on va passer au-dessus du site de Zone I. Donc on aperçoit un moulin. Donc ça se trouve au bord d'une rivière, le Loir. On accède ensuite à une ferme qui est en cours de restauration. Et derrière, il y a un grand champ avec un labyrinthe qui a été conçu à base de portes et de fenêtres récupérées, qui a été conçu par l'artiste Jean-Philippe Mauchien. Et ça se trouve dans une vallée, c'est relativement préservé. Tout autour, il pourrait y avoir l'agriculture intensive, mais là, on est relativement préservé. On est vraiment dans un îlot de verdure, et en même temps très, très accessible, puisque c'est pas très, très loin de Paris. On est à 45 minutes de TGV de la gare Montparnasse, ou à 2 heures, 2 heures et demie de TER ou de voiture de Paris. Et on est sur la route entre Paris et Nantes, à peu près. Là, ce qu'on voit sur l'image, c'est un chapiteau, un écran dans un champ, un labyrinthe en effet fait de portes. On distingue aussi un coin là à côté du moulin. Donc là, à droite, c'est le moulin. Et puis après, il y a une tiny house où il y a un endroit où... Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en fait là-bas avec ces différentes activités? En fait, c'est un lieu dédié à l'image et l'environnement avec un focus important sur la photographie. Et on ouvre 6 mois à l'année au public, mais on travaille plutôt tout au long de l'année. On accueille des photographes en résidence. On invite aussi des photographes à venir travailler sur le territoire. Avec tout ce qu'on fait, il y a toujours une relation avec l'environnement dans son sens large, environnement avec toutes les problématiques écologiques qu'on vit aujourd'hui, mais aussi l'environnement précis de là où on se trouve, dans les territoires vendomois, la réalité géographique du coin. Depuis 3 ans, c'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. On développe la résidence Terre et Territoire soutenue par la DRAC, et c'est une résidence capsule du ministère de la Culture. On le fait en collaboration avec une autre association qui s'appelle Valimage. Et on a eu des photographes qui sont venus chaque année travailler sur une thématique concrète du territoire. Et du coup, l'année prochaine, la restitution de cette résidence, c'est sous forme d'exposition chez nous et chez nos associés Valimage, et aussi une publication. Et cette année, du coup, on va finir
ce programme des 3 résidences avec ce coffret-là qu'on vient de voir. Et on invite pour finir le photographe Julien Coquentin qui va écrire. Il ne va pas forcément faire des photos, il va écrire un texte qui va clôturer du coup ce programme de 3 résidences. Et l'année prochaine, on partira sur encore une résidence capsule, mais sur une autre forme et une autre démarche. Voilà. Du coup, on fait ces résidences, on fait des expositions, on fait toute une partie autour de l'éducation avec des workshops professionnels, des ateliers de tout type. Beaucoup photos évidemment, mais ça n'empêche aussi, on fait avec des artistes locaux qu'on connaît. Là, par exemple, il y a un atelier soudure, un atelier dessin ce week-end, le 29 avril, qui va un peu ouvrir la saison parce qu'on ouvre du coup de mai à début novembre. Et avec le grand vernissage cette année, c'est le 13 mai, avec tout un tas de... Tu nous as demandé pour la tiny house qu'on voyait à l'image. En fait, c'est là où on peut accueillir les photographes, et les artistes et tous nos collaborateurs. Et ils habitent dans ces tiny house pendant leur séjour. Et Jean-Philippe Mauchin, le même constructeur du labyrinthe, a construit une deuxième tiny house. Si tu y vas, Grégoire, Ouais. sur l'onglet Avenir, Ouais. là, on peut voir, du coup, si tu descends là, non, un peu plus. Ça, c'est la programmation de cette année. Du coup, voilà, ça, c'était en construction, cette deuxième tiny house qui va abriter une collection de photographes, des livres de photographie spécialisés sur le livre photographique. Et cette collection qu'on va ouvrir du coup le 13 mai. Et la collection, on a pu la composer grâce aux dons de multiples maisons d'édition qui nous ont fait don des livres. Et ça va être une bibliothèque dédiée en consultation sur le site. Et ça va nous permettre aussi de faire un tas d'activités éducatives avec des scolaires, etc., autour du livre photographique. Et cette tiny bibliothèque photo va inaugurer avec une exposition dans le moulin. Là, on voit en 2 parties, une partie dédiée à Robert Delpierre et la collection Photopoche avec un film de Sarah Moon. Et au 2e étage, on invite le photographe Juan Andrequena, voilà un de ses livres, qui fait des livres uniques et livres d'artistes, qu'on donne une carte blanche et il va faire une mini-résidence et il va faire une installation au 2e étage du moulin. Vous êtes plutôt très très actif, j'ai l'impression. Et c'était quoi votre motivation initiale? C'était de partir de Paris, parce que vous étiez à Paris avant, de partir de Paris pour une vie différente à la campagne, plus proche de la nature, ou de vouloir être acteur culturel et de décentraliser aussi l'action culturelle? Bah, voilà, en gros, tout est dit. À partir de Paris, c'était surtout essayer de redonner du sens à nos pratiques professionnelles. Peut-être aussi recentrer sur des choses qu'on aime, sur les choses qui nous passionnent. Donc, on peut dire que là, dans cette activité, on a énormément de boulot, c'est même relativement physique, hein, c'est même très physique et extrêmement varié, hein. On n'a pas parlé non plus de la partie potager qu'on met en place, par exemple, qui est un autre aspect aussi de la vie à la campagne, mais qui permet de nourrir les énergies qui vont travailler sur la photographie. Enfin, tout ça est un tout qui est chargé de sens, en fait, pour nous, qui nous permet d'être satisfait
de nos journées, en toute sobriété, hein. Et puis ensuite, on est aussi au cœur d'une grosse machinerie qui est la photographie et les arts visuels en général, avec une dynamique qui est ce qu'elle est, qui existe et qui est en France. On a la chance d'avoir quand même une très très grosse dynamique. On voit aussi nos voisins, nos collègues qui sont portés par les mêmes passions. Euh, donc tout ça se délocalise effectivement. C'est quelque chose, je crois que c'est un phénomène qui est un peu récent. Je ne suis pas certain qu'il y a 10 ou 20 ans, il y avait autant de dynamique comme ça en campagne autour de la photographie. Là, il y en a de partout. Bon, donc c'est joyeux, c'est créatif, c'est constructif. On a l'impression de participer à un mouvement assez excitant. Voilà. Et là, alors là, on voit, on fait une petite parenthèse parce qu'on voit un chèque, n'est-ce pas? C'est pas tous Oui, les jours qu'on c'est touche des important chèques aussi. de cette somme-là. Oui. Et ça marche pas le chèque là, il rentre pas dans la Il y a machine. Ouais, rentré dans la boîte aux lettres. c'est le problème. Il est gros, mais on n'a jamais réussi à le faire rentrer dans la machine. Euh, euh, En fait, tout simplement, c'est quand on est arrivé, on a déposé un dossier à la mission Stéphane Bern, qu'on a eu la chance et la joie de décrocher, et ce qui nous a permis, donc on a touché ce chèque-là, enfin, on l'a pas réellement touché, mais ça nous a permis de réaliser un certain nombre de travaux dans ce petit moulin qu'on voit qui était extrêmement vétuste, en état de ruine, et qui aujourd'hui a été intégralement restauré avec un toit tout neuf et qui va accueillir pour la première fois dans ses murs une exposition de tendances floues au mois de juillet, le 15 juillet, qui sera inaugurée le 15 juillet. Et cette exposition dont on va parler, j'imagine que tu vas nous poser des questions là-dessus, Grégoire. Très pertinentes les questions, bien sûr. Ouais, donc cette exposition est le résultat d'une résidence qu'on a voulu différente des autres résidences qu'on mène et qui sont portées, comme Monica l'a dit, par le dispositif capsule de la DRAC et du ministère de la Culture. Celle-ci, c'est une résidence qui a été portée par la région Centre-Val de Loire. Et il s'agit, alors l'objectif est un peu le même, hein, c'est de travailler sur le territoire. Et on a souhaité inviter Tendance Floue, que évidemment qu'on connaît bien, pour porter un regard empreint de liberté et d'originalité sur le territoire. Donc ensuite, je te laisse continuer peut-être. Bah, écoute, bah, tu t'enchaînes très naturellement. Oui, avant que tu embrayes sur le projet de résidence, j'avais une question qui était comment était perçue cette initiative culturelle localement? Est-ce que ça fédère beaucoup de gens? Est-ce que beaucoup de gens viennent aux événements? Est-ce que beaucoup de gens participent à ce que vous faites, même bénévolement? Bah oui, tout à fait. En fait, on a ouvert en 2019. Du coup, cette année, c'est notre 5e année de, de programmation culturelle. Et depuis ses débuts, nous avons quand même eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui viennent très souvent nous aider, des bénévoles. Et il y a toute une, comme Matt disait, le potager, il y a plein d'actions autour de la vie associative qu'on croit très précieux. Et c'est des bénévoles, on a une soixantaine de bénévoles dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui viennent tous les semaines, on fait quelque chose qui s'appelle les jeudis à Zone I. Et il y a un groupe entre 10 et 15 bénévoles qui viennent tous les semaines pendant presque toute l'année. On s'arrête que en décembre et en janvier parce qu'il fait très froid. Mais sinon, ils viennent tous les jeudis pour tout ce qui est le maintien un peu du site, le jardinage, le potager, les différents, la restauration de différentes choses, l'aménagement du site, etc. Il y a d'autres bénévoles qui nous aident à faire les permanences des expositions qu'on ouvre. Il y a d'autres qui viennent nous aider sur la restauration à la buvette pour nos événements, etc., etc.
Et c'est des gens de tout type, des jeunes retraités du village et des alentours. Et, leur aide est vraiment précieuse et essentielle. Et sans eux, on ne pourrait pas. Et après, on a des soutiens évidemment plus institutionnels la communauté d'agglomération, département de la Richère, région centrale de Loire, etc. etc. Voilà. Et du coup, de plus en plus, oui, on est bien accueillis. Et surtout parce que beaucoup de choses qu'on fait, c'est rare qu'on prend des choses de l'extérieur qui sont déjà produites, qu'on juste montre telles quelles. Mais il y a toujours un travail qui est fait avec le territoire, avec la réalité du territoire, en prenant le territoire comme matière première, comme peut être le cas de ces résidences, Mhm. ou des autres types de créations avec du recyclage, comme a pu être le labyrinthe, ou l'année dernière, il y avait un sculpteur qui a fait une grosse sculpture sur l'île avec des matériaux de récupération, des restaurations des moulins, etc. Il y a toujours ce travail avec le lieu, avec le territoire, avec les gens d'ici. Et du coup, je pense que c'est très apprécié et ça ne nous empêche pas, justement, on essaie de faire le lien entre le local et le global ou l'universel et vice-versa. On travaille avec des artistes locaux pour qu'ils montrent ce qu'ils font euh, à ceux qui viennent de loin et on invite des artistes nationaux ou internationaux qui viennent poser leur regard sur ce petit territoire. Super. Et très ambitieux finalement comme projet. Euh, c'est pas franchement un ralentissement de votre activité ou un ralentissement de votre vie, c'est plutôt une accélération, j'ai l'impression. Même Oui. si vous vous êtes sorti de la ville, vous êtes dans une intensité de travail et de proposition qui est rare. En espérant que donc zone I, c'est quoi? C'est zone I comme inondable, enfin comme plein de choses, mais ça reste une zone inondable d'après ce que j'ai compris. Oui, physiquement, c'est ce qui, en arrivant, c'est ce qu'on a compris. La première chose qu'on a compris, c'était que donc cette zone est inondable puisque c'est un moulin, puisque c'est au bord d'une rivière. Oui, Rivière déborde à certains moments de l'année et qu'il fallait faire avec les inconvénients ou les qualités du territoire. C'est pour ça on s'est dit, tiens, ben, on est en zone inondable, c'est une contrainte, mais cette zone inondable, on va la transformer en zone insubmersible, en zone d'accord. incroyable, en zone image, par Et, exemple. Et on va et continuer. mais vous vivez quand même avec un peu cette crainte que ça puisse être inondé du jour au lendemain ou Ça peut, oui, ça peut. Oui. Alors après, on sait à peu près à quelle saison ça se passe. oui, On a un habitat, enfin on n'habite pas sur place, on est dans le village à côté parce qu'on est en cours de restauration de la ferme, on ne peut pas encore habiter sur place. Mais dans le petit moulin, par exemple, on s'est déjà retrouvé 30 centimètres les pieds dans l'eau. ah oui, C'est Ben, rare. ça passe, c'est la contrainte du territoire, mais je sais pas, on sera en Alaska, on aurait Mais, d'autres contraintes, ou en Afrique du Sud aussi. mais justement, l'intérêt ou un peu le défi, c'est de transformer ces contraintes en atouts, en fait, oui, parce que toute contrainte, finalement, peut être un atout, comme cette zone inondable qui fait peur et qui justement, les gens, ah, vous êtes inondés. C'est rare parce qu'on est dans une vallée et l'eau, elle s'étale. Mais en fait, cette zone inondable, ça a des qualités aussi. Justement, il y a des îles là où on met notre oui. potager. Les îles, ils sont submergés l'hiver, ce qui donne une terre extrêmement fertile, extrêmement humide. Et potager, c'est juste parfait. On arrose à peine dans les mois très chaleureux de canicule. Et la terre, c'est du limon de la rivière. Du coup, c'est extrêmement fertile. On a des légumes magnifiques pour pas. Bon, évidemment, c'est du travail, mais c'est pas.
c'est beaucoup moins de travail. Et justement, quand on est arrivé, c'était un dépôt de matériaux de construction usagé et Ah c'est oui, complètement inondé de tout et n'importe quoi, des bazars. Ça fait 5 ans qu'on range et qu'on trie, etc. Et ça aussi, c'était une contrainte, c'était problématique. Les gens ils disaient, mais vous avez acheté une déchetterie, en fait. Mais justement, cette déchetterie nous a permis aussi de créer, de répondre de façon créative, d'inviter des artistes et de créer des choses complètement insolites, comme peut être ce labyrinthe, cette sculpture sur l'île de Robert Ébrard, et d'autres artistes qui vont venir créer avec cette matière première pour donner un autre sens et une autre vie. Et justement, ça est devenu ce problème, en fait, et ça a enrichi l'attraction culturelle du territoire et de Zone I. Et c'est unique, en fait, ça existe. Ça pourrait pas exister ailleurs. Et sans, je dirais, sans les aléas de la nature, sans cette zone inondable, on serait probablement envahi de lotissements neufs. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une zone abandonnée en fait quand vous avez. Et une zone préservée grâce à son statut de zone inondable. Donc en plus, il y a D'accord. des lois, il y a des règles, on n'a pas le droit de construire, mais là-dessus, on a juste le droit de restaurer l'existant. Donc on est à l'abri, enfin on sait que le lieu va continuer d'être préservé tant qu'on nous-mêmes on ne le détruit pas, quoi. Donc, D'accord. et on a aussi ce souci dans tout ce qu'on restaure, dans tout ce qu'on fait, de rester très très proche, enfin de faire un vrai souci du patrimoine, de ne pas transformer le site en quelque chose enfin, qui nierait son passé et son histoire. D'accord. Donc pour en revenir à tu parlais de territoire et que tout se faisait Monica, et tout se faisait sur place et que c'était cette idée de s'ancrer en fait et donc même dans les résidences. Que ce soit l'idée de travailler sur le territoire de Zoni. Donc, tu mentionnais, Matt, cette nouvelle résidence qui a été proposée au collectif Tendance Floue. Donc, ça s'appelle la perspective du castor, d'après ce que je vois sur le site. Enfin, je fais comme si je ne savais pas, mais je suis très, très au courant. Mais c'est pour que les gens comprennent. Tu disais qu'en fait, c'était donc un projet qui a été proposé à Tendance Floue, où donc on est plusieurs photographes à être invités à travailler sur ce projet-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la façon dont ça fonctionne, comment ça s'organise, comment les choses se sont Ouais. faites? Alors, en fait, donc c'est un projet. Alors, il y avait le premier cahier des charges hein, qu'on a pu mettre en place ou proposer, c'était d'essayer que le cadre de cette résidence soit d'abord la liberté. Alors, autant la liberté de création que la liberté d'y être ou pas. Donc, on a proposé un certain nombre enfin, à l'intégralité des photographes de Tendance Floue d'y participer. Et il y en a 9 donc, qui ont répondu oui, et puis d'autres qui ne l'ont pas souhaité pour des raisons perso ou de planning, de disponibilité, etc. Et ces 9 photographes donc, se sont retrouvés ensemble dans une maison pour savoir quel axe on allait prendre, sachant que enfin, on va avoir du mal, on va pas avoir le temps de résumer ce qu'est Tendance Floue, mais disons que Tendance Floue a quand même une empreinte assez documentaire dans la photographie. Et là, on a souhaité tous, de manière assez rapide, en se concertant, justement de ne pas être documentaire et pour une fois d'essayer de casser cet écueil parfois qu'il y a dans la résidence du photographe, on va dire étranger entre guillemets, qui ne connaît pas le territoire, qui a 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 3 mois pour découvrir le territoire. Il photographie, il emporte une matière première qui restitue et puis il quitte le territoire et il a fait son job de résident qui peut faire
de très belle, de la très belle manière, en toute qualité. Mais là, on a essayé de prendre les choses un peu à l'envers. Donc, on a organisé une réunion avec des acteurs locaux de tout type, hein, que ce soit autant culturels que agriculturels. On a par exemple sollicité aussi des viticulteurs, des personnes très variées qui habitent le territoire, qui le connaissent, à venir discuter avec les photographes de tendance floue au cours d'une réunion, et éventuellement à les solliciter, éventuellement à se proposer de travailler enfin d'être partie prenante aussi du projet. Et le temps a passé, on a laissé maturer un peu comme le vin les choses. Ça, c'était déjà il y a quasiment il y a 1 an et demi environ. Et petit à petit, les photographes se sont mis à travailler sur un angle qu'ils ne connaissaient pas forcément, qui était un angle, donc on s'était mis tous d'accord pour laisser de côté le documentaire et de travailler plus sur l'angle imaginaire des contes et légendes, Fiction. et surtout sur un mode très fictionnel. Donc, voilà, par exemple, on voit une image de Bertrand Meunier, là, à l'écran, d'un ange dans une maison délabrée, euh, avec des ailes blanches, qui est une image que Bertrand n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc, il est rentré dans une histoire. En plus, là, il est entré en contact avec une comédienne, Nancy, qui vit à Torret-la-Rochette, hein, et qui a accepté de jouer le jeu d'une fiction. Et tout ça fera l'objet, donc après je ne vais pas énumérer les travaux de chacun, parce qu'ils sont nombreux. Tout ça fera l'objet à la fois d'une édition qui sortira pour l'inauguration de l'exposition le 15 juillet, et d'une exposition à l'étage du Petit Moulin, qui est donc un lieu assez cosy, tout en bois, au-dessus de la rivière, avec le bruit de l'eau qui anime cet espace, et, et dans lequel les photographes ont souhaité aussi ne pas restituer de manière très formelle, c'est-à-dire des photographies tirées dans un labo, contre-collées sous cadre, par exemple, mais plutôt de jouer la carte du cabinet de curiosité, ou de l'atelier de l'enquêteur, ou le bureau de l'enquêteur, ou de l'atelier du, du Gepetto, qui serait en train de construire une espèce de quelque chose de mystérieux. Donc, on va jouer cette carte-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'élaborer actuellement. Les photographes sont revenus euh, assez souvent, seuls ou par groupe de 2 ou 3 ou 4, pour travailler à la fois sur leur production d'images et à la fois sur la restitution, sur laquelle on réfléchit beaucoup. Et il y a aussi Clément Gaillard, donc qui est quelqu'un qui vit à côté de Torre-la-Rochette, qui a souhaité écrire, et qui est rentré aussi dans un principe de fait divers, euh, imaginaire mais inspiré d'histoires vraies. Et Lisa Delangle aussi, qui a écrit quelque chose autour de la magie noire. Et ensuite, il y a tout un tas de petites choses qu'on va aller picorer pour alimenter cette histoire collective. Moi, je me souviens de la réunion préalable qui avait été faite dans la petite gare désaffectée à côté de chez vous, où vous aviez convoqué les gens du coin, en fait, qui, comme une sorte d'appel à contribution, appel à projet. Et l'idée initiale qui était de pas venir avec quelque chose qui est déjà préécrit, préétabli. Les photographes arrivent à un endroit et imposent leur vue des choses ou imposent leur projet, et les gens, ils doivent accepter et puis voilà, éventuellement aider, mais ils n'ont pas trop leur mot à dire, entre guillemets. Là, on avait voulu faire connaissance. Donc, on s'était présenté à tous les gens qui étaient là. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes, si je me souviens bien, des gens du coin, et
avec cette idée de dire, bah, voilà, on se présente, on vient faire un projet dans votre région et ça nous intéresse de collaborer, d'avoir des idées qui viennent de vous, de voir comment on peut faire les choses ensemble. Bon, c'est pas forcément évident parce que ça, in fine, on va être peut-être toujours un petit peu moteur dans le truc. On va être ceux qui poussent un peu pour produire, pour avoir des photos, des sujets, etc. Mais cette idée de collaborer et que ce soit pas que un travail de l'extérieur vers le territoire, mais qu'il y ait aussi cette collaboration. Et c'est ce que tu exprimais avec les textes de Clément et de Lisa, c'est cette idée que eux viennent avec des histoires qui sont les leurs et qui nous nourrissent quelque part. Et et que cette idée aussi de pas trop savoir à l'avance ce qui va en sortir, que je trouve moi intéressante et qui est assez particulière à Tendance Floue, c'est de s'embarquer dans quelque chose qui est collectif, sachant que individuellement, il va falloir que chacun on s'y retrouve ou pas, mais ceux qui veulent pas y en être n'en sont pas, donc à la limite pour eux c'est moins compliqué, mais pour ceux qui y sont, de savoir comment ils vont réussir à trouver quelque chose d'intéressant à faire, qui pourrait contribuer au projet collectif tout en étant satisfaisant d'un point de vue individuel. C'est toujours un peu cet aller-retour entre l'individu et le collectif dans les projets collectifs. Euh, comment est-ce que tout ça se met en place en fait? Comment est-ce qu'on prend les décisions de travailler sur tel sujet ou sur tel autre et sachant que rien n'était vraiment trop prédéterminé. Euh, Là, je montrais des images qui sont un tout premier tri d'images. Il en manque plein. Il y en a, mais quelque chose qui est vraiment juste en ébauche. Et même le fait de regarder les images là comme ça ensemble, ça provoque des envies autres ou c'est complètement en mouvance, quoi. Mm. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette image en particulier de Gilles, de cette série et de cette image? Alors là, on voit Jean et Suzanne qui sont les doyens. Enfin, c'est pas ce qui est important, mais il se trouve que c'est les doyens. Ce sont les doyens de Torre-la-Rochette. Ils ont, lui, il a 98 ans, si je ne me trompe pas, ou 99. Elle, presque. Et donc, Gilles cherchait des gens à photographier. euh, et il était porté, Gilles, par l'idée de faire poser des gens qui regarderaient quelque chose d'extraordinaire qui se passe hors champ, de, de- qu'on ne voit pas et donc qui peut être inquiétant et dont on ne sait pas ce que c'est. Je sais. Alors après, ce serait à Gilles de l'évoquer, d'en parler. Est-ce que c'est l'avenir qu'on a en face de nous? Est-ce que c'est euh, un monstre qui déboule sur la maison? Est-ce que on n'en sait rien. Par contre, en racontant donc le principe de la prise de vue à ce couple, la dame, Suzanne, nous a dit, oui, mais moi, j'ai vu l'OVNI en 1947. Ah bon? Bon, alors, vous avez vu l'OVNI en 1947. Et il se trouve que j'avais un micro. Donc j'ai dit, bah, après la prise de vue, si vous le permettez, on va en parler, puis je vous enregistre et vous me racontez l'histoire. Donc on a un enregistrement de cette dame qui a vraiment vu l'OVNI en 1947, parce qu'on ne peut pas ne pas y croire quand elle le raconte. Et elle le décrit de manière extrêmement précise. Là, c'était un peu sur les hauteurs, là, sur les collines, sur le plateau, au-dessus, derrière le village. Et puis elle le raconte en plus avec passion, avec son petit accent. Enfin, c'est vraiment un document extraordinaire. Et puis on rediscutait de ça il y a peu de temps ici au bureau de Zoni. Et puis il y a quelqu'un qui googlise l'histoire et qui tombe en fait sur des documents qui ont été dessinés par, je crois que c'est un médecin ou un journaliste de l'époque qui voilà le document. Donc ça, c'est un extrait ça a été publié dans le journal de la Nouvelle République, je crois, ou son équivalent, en tout cas le journal local, en 1947, qui raconte
enfin, qui présente l'OVNI dessiné qui a été aperçu par plusieurs personnes. Et il y a plusieurs témoignages comme ça qui se sont regroupés. Voilà. Donc là, par contre, on raconte une histoire qui est presque documentaire, parce qu'on va Ouais. pas poser la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas tellement le principe. Mais du coup, cette histoire documentaire nous fait rentrer dans une fiction pas croyable. Donc ça fera l'objet dans notre petit cabinet de curiosité, évidemment, d'une mise en scène particulière. Euh, Où on va plus travailler sur l'imaginaire que sur l'histoire de vraie ou fausse de cet ovni, quoi. En fait, ce qui est assez dingue avec cette histoire d'OVNI, c'est qu'on avait prévu de faire, de traiter la question des contes et légendes de Toré la Rochette, c'est-à-dire récupérer un maximum de vraies histoires qui auraient eu lieu dans le passé, ou proche ou lointain de Toré et des communes environnantes, et d'en inventer d'autres parce que c'est encore plus drôle d'en inventer de vraies fausses. Mhm. Donc c'était un peu l'idée de la série de Gilles qui était de dire bah oui, il y a un truc qui arrive, qui illumine le visage des gens qui sortent de chez eux pour voir la chose arriver, que part d'une fiction, puis on retombe bah, dans une réalité qui est que Mhm. malgré tout, il y a vraiment une de ces personnes qui a vu un objet lumineux, etc., etc. Donc en fait, c'est les choses ouais, s'interceptent quoi, entrechoquent. La réalité et la fiction Mhm. et peut-être, on va, comme tu disais, pas parler de tout, mais il y a quand même la série je pensais à la série de Alain en collaboration avec Olivier. Peut-être tu peux nous expliquer aussi, parce que c'est assez atypique, Mhm. du point de vue photographique. Ouais. Alors, Alain aurait souhaité venir à Zony pour travailler, puis pour des questions personnelles, familiales, il n'a pas pu. Donc, il a demandé à Olivier d'être son œil, d'être son outil, d'être sa caméra. Donc Olivier, ça a déambulé dans les rues du village et puis à l'extérieur en visioconférence avec Alain qui shootait en direct les images d'Olivier. Je ne sais pas si je suis clair. Il les shooté comment? En fait, il était en visio, donc il avait l'image que lui montrait Olivier devant lui. Ouais, Et Alain faisait des captures d'écran de son propre téléphone c'est avec ça. l'image d'Olivier à l'intérieur. Donc ce qu'on voit là, en fait, c'est des captures d'écran du téléphone d'Alain Ouais. qui est en visio avec Olivier. Ouais. Alors, il y a quelque chose, bon, évidemment, ça parle de l'outil, de la technologie, ça parle des possibilités qu'on a aujourd'hui d'être dans la distance, hein. Ça parle de la communication, mais il y a aussi un côté très mécanique, très matériel. À l'heure de l'intelligence artificielle, on est encore dans un procédé un peu cérébral quelque part, hein, mais qui n'est pas tant tordu que ça, hein, puisque Alain réellement ne pouvait pas se déplacer. Ouais. Par contre, il avait la possibilité, technologiquement parlant, de se retrouver sur place et de prendre des photos par, évidemment, le filtre d'un de ses collègues, Olivier, qui s'est prêté au jeu. Ce qui est vraiment marrant, évidemment, c'est Olivier qui pointe la caméra et qui cadre et qui se promène dans le paysage, mais les photos, c'est vraiment du Alain, c'est-à-dire Ouais, c'est sans équivoque. C'est comme si, les yeux d'Alain étaient à la place de ceux d'Olivier, et quand bien même Olivier pourrait faire une photo, ben, je sais pas, là il y avait des photos plus loin de lotissement. ouais, Comme ceci. Ça, c'est une photo d'Olivier, à peu près au même endroit. Bah, il suffit juste qu'il y ait Alain derrière le téléphone pour que tout d'un coup, ça devienne autre chose. complètement autre chose. Ouais, C'est-à-dire quelque chose comme ça, ouais, du Alain tout craché, quoi. Donc, ouais, ouais. c'est un peu ce côté, moi, c'est ce qui me plaît dans ces projets-là, c'est qu'il y a ce côté un peu expérience. Rien n'était même prédéterminé. C'était même plus la question de comment on pouvait impliquer Alain qui était à distance, qui ne pouvait pas venir, tout en se disant oui, mais non, mais il faut être sur place pour faire les choses.
Sinon, ça sert à rien. Si tout le monde commence à travailler à distance, c'est plus une résidence, etc. Puis finalement, bah si. Et puis finalement, c'est comme si ils avaient inventé tous les deux une nouvelle façon de faire de la photo sans. Alain, j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup de concessions. Quand on voit les photos qui en sortent, on a vraiment l'impression qu'il était sur place à faire ses trucs habituels, quoi. Mhm. Ça, d'après ce que j'ai compris, c'est un endroit où ça captait mal et du coup l'image était de mauvaise qualité et il a récupéré de la capture d'écran de mauvaise qualité, ce qui lui va très bien parce que c'est ce qu'il aime aussi, l'image un peu parfois dégradée. Ok, bon bah en fait voilà, on a parlé de Bertrand, on a parlé de Alain, il y a aussi le travail de Denis sur les lavandières qui font une sorte de voyage dans le temps. Ils se retrouvent, plutôt que de se retrouver au lavoir, se retrouvent sur un parking d'autoroute, parking de supermarché, pardon. Donc où Denis a travaillé avec des figurants, les costumes d'époque. Et c'est là où c'est un projet qui mène le local et le photographique, c'est-à-dire c'est pas que la photo, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, impliquer les gens, les faire participer. Ils vont forcément réagir au fait de se voir en photo, en expo, et Mhm. c'est ça qui est bien aussi, même si, par exemple, le personnage central finalement se retrouve à plusieurs endroits, puisque c'était quelqu'un qui était, d'après ce que j'ai compris, très volontiers figurant, et du coup se retrouve dans différentes histoires. Adrien, ouais, très actif dans le village Et c'est le trésorier de l'association. Très bien. aussi. Ça, l'alien, c'est ton alien, Samat, qui a débarqué de la soucoupe volante. Ça, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en découvrant le moulin, on a découvert aussi tout un tas d'animaux fossilisés. Donc j'imagine qu'il y avait des conditions qui le permettent, parce qu'en général, un animal pourri, quoi, enfin, il ne reste que les os. Et c'était dans les faux plafonds, derrière les murs. Enfin, donc je me suis mis à collectionner ces petites bébêtes là que j'appelle mes bébés. C'est plus momifié que fossilisé, en fait. Oui, oui, momifié, pardon. Ouais, j'ai dit fossilisé, oui, c'est momifié, ouais. Tout à fait, c'est une sorte de momie. Donc là, je crois qu'il n'y en a que 2 exemplaires, mais Oui, donc, une petite collection que j'ai photographiée avec Léo pour garder la trace de cette alien, ouais. Et, hum, et ouais, c'est un peu dégueulasse hein, si tu zoomes dedans. mais en fait, je zoome dedans parce que j'essaie d'une certaine façon de me raccrocher à quelque chose que j'ai déjà vu ou à quelque chose qui pourrait ressembler à ce que c'était à la base, Hum. mais je vois pas autre chose qu'un. Enfin, j'ai du mal à voir autre chose qu'un espèce d'alien, justement. C'est une espèce de Ouais. personnage débarqué d'une soucoupe volante Hum. ou qu'on trouve au fin fond d'une abysse quelconque. Mais je me dis, bah, pas forcément, c'est un rat ou quelque chose dans ce genre, mais c'est Ah. tellement. Hum. Bref, c'est une momie, quoi. Et Euh, oui, Johan a souhaité, on était très étonnés parce que au cours d'une réunion, elle s'est dit, bah, de toute façon, moi, je ne vais pas faire de photos, je vais construire un radeau, parce qu'on est au bord de la rivière, avec des matériaux de récupération. Donc voilà le résultat. On a un radeau maintenant sur les bras, il faut en faire quelque chose, quoi. Faut naviguer. Et il se trouve c'est aussi un phénomène, elle ne le savait pas, mais c'est un phénomène qui a déboulé dans le coin. Parce que juste le village à côté, au Roche-l'Évêque, ils ont monté depuis l'année dernière un petit festival qui s'appelle Bagarre-sur-Loire. Et ce sont des sortes de joutes qui ont lieu au mois de juin. Donc probablement aussi qu'on formera une équipe tendance floue pour participer à Bagarre-sur-Loire. Donc voilà jusqu'où mène la photo, euh, jusque dans l'eau, quoi. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est que, enfin, les projets collectifs où il n'y a que ça, moi, qui finalement m'intéresse, c'est la partie qui nous échappe, quoi. Je sais que c'est toujours une conversation qu'on a au sein des projets collectifs, c'est est-ce qu'il faut que chacun puisse aller au bout de son idée individuelle
sur sa série qui contribue au collectif, ou est-ce qu'on, quelque part, on lâche prise, on lâche et ces images, ces idées, peu importe, on les met au profit du groupe et on ne sait pas très bien où tout cela nous mène. Mais quand ça mène quelque part, ce que je trouve génial, c'est que ça mène quelque part qu'on n'avait pas prévu, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. C'est impossible à prévoir. Quand ça vient du collectif, comme c'est une sorte d'alchimie qui se fait juste par la rencontre, la discussion, on peut pas prévoir. Et je trouve ça passionnant parce que d'un projet X, si tu le laisses à chaque fois le groupe le gérer, il faut que ça soit un peu organisé quand même, mais si tu laisses à chaque fois, tu le remets en pâture, j'allais dire, tu le remets au cœur de la discussion, ça va évoluer malgré la volonté de l'un, de l'autre, de l'une, et puis il va se passer des choses comme par magie, les choses évoluent et aboutissent sans qu'on sache trop d'où c'est parti. Enfin, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas après qui a fait quoi et comment c'est arrivé là. Donc le rendez-vous, c'est 15 juillet. 15 juillet. Le 15 juillet, il y aura C'est un week-end. l'exposition et une publication aussi sur laquelle on travaille. Comme tous les événements, toutes les inaugurations qu'on fait, on essaie que ce soit festif et convivial et que ça attire aussi le maximum possible des gens. On fait toujours un concert. On invite surtout des artistes, musiciens locaux ou autres. Mais en tout cas, le cas du 15 juillet, c'est un compositeur de musique électronique qui s'appelle 3, qui va jouer en fin soirée et très possiblement le vernissage et ça se fera sur l'île. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi une projection, non, le 15 juillet? Une projection tu penses au Un film? long métrage, ouais. Un long métrage? Mm. Alors tout ça est en train de se mettre en place. On ne sait pas si c'est des multitudes de petits films ou un long métrage, mais effectivement, il faut en parler. Il y a Léo qui est quelqu'un qui travaille avec nous sur tout un tas de choses. Lui, il sort de Louis Lumière. C'était d'ailleurs lui qui était à l'initiative de l'idée du débat de l'année dernière qu'on avait réalisé dans un petit train qui passe en face du moulin, il avait fait un mémoire à Louis Lumière sur, je cite son mémoire, vers une photographie libre, esthétique et mode de vie, qui a fait l'objet d'un débat très intéressant. Et Léo travaille avec nous et lui a filmé. Alors, on en a beaucoup parlé entre nous, c'est pas vraiment un making-of. On n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est un film à la fois sur la résidence, sur la photographie, sur les photographes. Il y a pas mal d'absurdes glissés entre tout ça. Et ça fera l'objet soit d'une démonstration au sein de l'exposition dans ce cabinet de curiosité, soit d'un film plus long, comme tu le disais, qui sera monté comme un film qui raconte l'histoire de cette résidence, quoi. Super. Merci à vous deux. Merci, à toi. Vous avez une question? Non? Un truc à rajouter? Non, j'ai juste une chose à ajouter parce qu'on l'a peut-être pas assez dit. Il y a une chose aussi qui est très importante qu'on fait parce qu'on attache beaucoup d'importance à la pédagogie, euh, pas dans un sens très formel, enfin très rigide de la pédagogie, mais plus dans la transmission, on va dire. Et on fait beaucoup de workshops et de stages. Et non, mais je voudrais les énumérer parce qu'il y a Juanan Requena, donc les photographes espagnols qui travaillent sur le livre unique, qui va faire un stage autour de la fabrication du livre unique ou du livre d'artiste. Et puis il y a Stéphane Charpentier et Damien Dauphren qui, au moins en début septembre, feront un stage long, enfin long de 5 jours, autour de la photographie sensible. Et
ils restitueront les travaux des stagiaires au cours d'une projection qui aura lieu le dimanche, puisqu'on organise un petit festival le 9 et le 10 septembre, dans lequel aussi on aura le plaisir d'inviter Damien Dauphren et Stéphane Charpentier à réaliser une projection avec un musicien, violoncelliste, Gaspard Claus, pardon, et Alyssa Moxley, qui a l'habitude de jouer assez souvent avec des photographes, puisque tout ça provient à l'origine d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle le collectif Temps Zéro, Oui. dont fait partie beaucoup de photographes que vous connaissez, comme, je sais pas, Michael Ackerman, Gabriel Duplantier et Martin Morgan, et qui consiste justement à travailler sur la rencontre entre la musique et la photographie. Et c'est pour ça qu'on les a invités, parce que chaque année, on fait un photoconcert où un musicien découvre l'univers d'un photographe et un photographe découvre l'univers d'un musicien. On crée des rencontres et il y a déjà eu des belles projections. Là, ça va être la 3e année. Et tout ça a lieu le 9 et le 10 septembre. Top. Et donc, il faut s'inscrire, etc., etc. Sur le Alors, site. pour les stages, évidemment, il faut s'inscrire. Et il y en a d'autres stages, hein, mais tout est sur le site. Moi, il y a pas mal en juillet aussi. Ouais, en juillet, qu'est-ce qu'il y a En fin juillet, ouais, il y a 2 stages. Moi, je donne un sur la scénographie d'exposition. Ouais. Et il y a un autre avec un collectif de près d'ici, de la Sarthe, qui s'appelle le Boucan des Arts. Et ils ont construit une sténopée géante. Génial. C'est l'immersion dans cette sténopée pour comprendre comment fonctionne un appareil photo, comment une image est projetée. J'adore. C'est tout le fonctionnement de notre œil, n'est-ce pas? Et de faire des prises de vue avec cette sténopée géante. Et pour finir le week-end, chaque participant construit son propre sténopée, pas géante, mais Fabuleux. voilà. Voilà. Inscris-toi. Inscris-toi, Grégoire. Je vais m'inscrire direct. Et du coup, en fait, il faut s'installer sur place parce qu'il y a des choses un peu tout le week-end. Le mieux, c'est de vivre sur place, comme ça, on peut participer à tout. Ouais, tout à fait. Il y a des hébergements dans le coin, au On peut village camper ou à sur côté. place. On peut aussi camper Il fait très beau. pour les plus courageux. Et on peut trouver aussi des Airbnb, des petites locations dans les environs. Canon. Merci à vous deux. Merci pour votre temps. Je sais que c'est des journées compliquées pour vous en ce moment, donc c'est super d'avoir partagé vos idées et vos actions. Merci, Grégoire. À bientôt. À bientôt. Très vite, Merci sur Naftaris. Ciao. Ciao.